Votre communication s'intitule « Quel mécanisme plutôt l'apport de la cybercriminalité dans le renforcement de la souveraineté et la réduction des frais bancaires ». À vous la parole, vous avez 15 minutes. Merci. C'est bon. Bonjour à tous, c'est un honneur de passer ici devant vous. Alors, c'est bon, j'ai les bons boutons. Je suis expert en cybersécurité, j'ai mon entreprise qui est basée sur Montpellier, je fais de l'audit et du conseil, et je suis open source et open data advocate, c'est-à-dire j'explique aux entreprises, du moins j'explique à mes clients comment l'open source et l'open data peuvent leur être bénéfiques. Voilà. Donc, je vais prendre une observation consommateur. Au niveau des frais bancaires, donc moi je suis à l'étranger, je suis sur Montpellier, j'ai une carte BDL pour chaque transfert, pour chaque retrait dans un ATM, j'ai 35 € de frais de banque, peu importe la somme, que ça soit 100 ou 1000 €. Si on prend pour des voyageurs, j'ai chiffré un peu ce que ça coûte aux consommateurs et ce qui peut rester dans les banques. C'est s'il y a 50 000 voyageurs avec 3 retraits par an, on est sur une somme de plus de 5 millions d'euros qui peuvent rester dans les banques algériennes et qui peuvent être réduites aux consommateurs finaux. Les frais bancaires d'après AXA, c'est pas vraiment des frais, c'est des délais de virement. Les virements non SEPA en Europe, en moyenne, c'est 1 à 4 jours. On se retrouve vers des délais de virement pour l'Algérie jusqu'à 20 jours, ce qui est énorme pour les entreprises. Pour le B2B, ça peut être assez handicapant. Donc les constats sécurité, les indicateurs que j'ai choisis sont, je vais replacer ça un peu, les certifications et les standards mondiaux. On a la certification ISO 27001 et le standard mondial pour garantir qu'une entreprise fait au mieux pour la sécurité et la gestion de ses informations. Et la même chose pour l'ISAE 3000. Là, ça garantit le traitement des données et la gestion des données. C'est beaucoup plus spécifique, mais on a cette partie-là qui est quand même disponible et intégrée dans l'ISO 27001. Pour ce qui est chiffres, aucune ressource officielle n'est disponible. Sur les sites des banques principales en Algérie, on a beau chercher, on ne trouve pas de certificat ou autre, comme quoi une attestation de certification. Pour la certification ISO, là, on a quand même un rapport de 2021 qui est quand même assez récent, justement de l'organisme ISO qui dit que seule une entreprise est certifiée en Algérie ISO 27001 et elle n'est clairement pas dans le monde financier. La conclusion, c'est que on peut être sécurisé, mais on ne montre pas à nos partenaires nationaux et surtout internationaux que la sécurité est présente. L'historique algérien nous montre qu'on n'a eu aucune faille de sécurité majeure, ni aucune data breach. D'ailleurs, avec certains de mes partenaires en France, on en parle justement, c'est que l'Algérie n'a jamais souffert, ou du moins ce n'est pas connu, n'a jamais souffert d'une attaque de grande envergure sur les institutions privées telles que les banques. Niveau souveraineté, on a des questions sur qui donne les certificats SSL. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un certificat SSL, c'est ce qui permet de sécuriser votre connexion à votre plateforme. Quand vous passez depuis votre application ou votre navigateur, le petit cadenas en haut, c'est un certificat SSL qui est délivré et qui vous atteste que vous êtes sur le bon site, qu'il n'y a pas un acteur malveillant entre les deux qui est là en train de voler vos données. Technologiquement, souveraineté, j'ai regardé, la majorité des certificats SSL, ou du moins une bonne partie, sont émis par DigiCert. À l'international, ça ne pose pas de problème.
Mais DigiCert, c'est une entreprise qui est américaine et elle obéit aux lois justement américaines telles que le Patriot Act. Le gouvernement américain peut peut demander les certificats à DigiCert et DigiCert peut donner les certificats sans en avertir le client. Et du moins, elle ne peut même pas avertir le client. L'histoire aussi nous montre qu'il y a pas mal d'années, les Américains n'ont pas forcément été les meilleurs alliés avec CryptoAG, qui était une entreprise qui proposait des services de chiffrement au gouvernement et qui a donné pas mal de données aux Américains. Alors pourquoi je parle de tout cela ? Dans le monde des fintech, je vais arriver sur les solutions qui, pour moi, peuvent être les plus pertinentes, c'est l'open source et l'open data. Tout est une question de confiance. Comment savoir que dans le logiciel qu'on utilise, il n'y a pas de faille de sécurité ou de backdoor laissé volontairement ici par le vendeur. C'est très important pour les institutions financières algériennes, que ce soit les banques ou les startups. En Europe, on a le Data Protection Shield, qui, lui, est une règle, et surtout une loi européenne, qui empêche les entreprises d'exfiltrer des données, quel type ce soit, vers les États-Unis. Je ne connais pas forcément les régulations algériennes de ce côté-là, mais c'est quelque chose qu'il faut approfondir. Si la loi, ou du moins si la réglementation n'existe pas, les entreprises peuvent se permettre de le faire. Aussi, un exemple, l'Union européenne ne fait plus confiance aux États-Unis. Là, on est sur une période qui est assez tendue avec AWS, qui est le provider cloud majeur. Il détient 60% des parts du marché européen. Mais surtout, un exemple, c'est que l'Union européenne, l'institution de l'Union européenne, n'utilise plus Office 365, n'utilise plus les produits Microsoft pour collaborer en interne. Ils vont utiliser de l'open source. Comme quoi, je l'ai abordé un peu trop tôt. L'ISO 27001, c'est un standard qui est défini par les acteurs majeurs de l'IT. Dedans, on retrouve Thales, on retrouve Google Cloud Platform, on retrouve Amazon, on retrouve Microsoft. Et c'est simplement des règles et des procédures qu'on va intégrer à l'entreprise. On peut suivre la méthode ISO et ne pas forcément se faire certifier. Mais il y a un réel bénéfice au niveau de la rentabilité sur le temps. On a moins d'événements, on les traite mieux, on a moins d'incidents, on gère mieux nos risques, tous les risques. Là, on parle d'IT, mais en réalité, la certification ISO, elle va traiter toutes les données, enfin, sous tous leurs formats, que ça soit physique ou numérique. Que ça soit, ça va traiter les procédures aussi. En réalité, c'est de l'observation continue. Je pense que vous connaissez la roue de Fleming. En fait, on a un système c'est de l'OPDCA. On va observer le système actuel. On va planifier des changements. C'est de la méthode agile. C'est comme on peut utiliser de l'ITIL V4, par exemple. On va planifier les changements au fur et à mesure et on va s'améliorer avec le temps. Et ça peut être sur une période de 6 mois. On va augmenter au fur et à mesure. On n'a pas besoin de faire certifier toute l'entreprise dès le début. On peut faire certifier un service. On peut par exemple faire certifier le service RH. Le service RH de l'entreprise sera certifié. Après, avec les travaux qu'on a faits au sein du service, on va élargir le périmètre au fur et à mesure. La certification, certes, a un coût au début, mais bien faite, elle peut être assez fluide et ne pas coûter, ou du moins réduire le champ d'action des entreprises. C'est pas là pour
C'est là pour créer réellement une réglementation en interne. En exemple, ce serait le meilleur exemple que j'ai de l'une des entreprises les plus grandes, en tout cas, enfin la plus grande de son marché, c'est la SNCF, qui a rendu open source Navicia, qui est son logiciel de calcul d'itinéraire. C'est-à-dire que là, on peut réutiliser ce logiciel tel quel. Les données aussi sont publiques, mais pour faire ce genre d'action, il faut évaluer les risques. Qu'est-ce qu'on peut rendre open source? Quelles sont les licences? Quels sont les contrats à employer? Pour l'open data, et c'est là où on va rentrer réellement dans la fintech, c'est un système où en Europe par exemple, l'implémentation c'est PSD2, où on va traiter les données de 3 façons. Elles doivent être disponibles soit au public, soit à des tiers de confiance, soit entre les banques. Et là, en fait, pour intégrer l'Open Banking System en Europe, pour intégrer le PSD2, on a besoin d'être certifié. Ça crée une relation de confiance entre les acteurs financiers, que ce soit les banques et les startups de la fintech. Les banques peuvent faire confiance aux startups de la fintech parce qu'elles sont certifiées. On sait qu'elles font au mieux, ou du moins qu'il y a des procédures d'amélioration continue. L'association qui gère l'Open Data Banking System, c'est l'Open Data Institute qui est basé à Londres et qui est en réalité une ONG. Il n'y a pas d'intérêt. Le but est de créer une communication entre les acteurs et d'améliorer les systèmes en place. Un exemple aussi qui peut être bénéfique, ça serait les services d'information géographique des banques. Par exemple, on sait qu'on a des agences un peu partout en Algérie, mais comment les rendre disponibles aux clients? Comment savoir, par exemple, que tel ATM ou DAB est potentiellement en panne? On peut utiliser OpenStreetMap. C'est ce qu'a fait la métropole de Montpellier, justement. On rend public les données. Les utilisateurs peuvent nous faire remonter en temps réel les incidents. Par exemple, peut-être que la banque n'est pas au courant qu'un de ses DAB ne marche pas à un endroit. Et surtout, c'est plus simple pour les utilisateurs de savoir où sont les agences, les DAB, etc. L'open source est parfois mal vu de par le fait que ça soit ouvert ou disponible au public. Mais en réalité, on utilise déjà de l'open source pour tout ce qu'on fait. Pour les personnes qui ont un Android, un téléphone Android, vous utilisez de l'open source. Android est open source à la base. Mais on a une surcouche qui est propriétaire. Les banques peuvent faire de la même façon. On peut créer une partie qui est ouverte. On va montrer justement l'excellence des ingénieurs algériens. Mais on peut cacher une partie. On n'a pas besoin de tout ouvrir. Et surtout, on a surtout une rapidité en cas de faille de sécurité, par exemple, de traitement beaucoup plus rapide. Une faille qui est sur Linux et sur Microsoft, sur les Windows Server, le traitement de la faille est beaucoup plus rapide dans l'open source. Monsieur Hasnaoui, il vous reste 4 minutes, il faudra penser à conclure. Oui. Les résultats, c'est une coopération fluide entre les banques, la fintech et le gouvernement, parce qu'on a des règles, on a des protocoles. Et surtout, on peut, en évaluant les risques, traiter d'une meilleure façon les données, la confiance qu'on va faire aux acteurs. Tout est une question de confiance dans le commerce, tout est une question de confiance. Et là, justement, on est là pour créer de la confiance entre les acteurs et pour que les utilisateurs finaux aient confiance eux aussi. Merci de votre écoute. J'ai fait plus rapidement que prévu. Ça va, 1 minute. Merci beaucoup, Monsieur Hasnaoui. Venez nous rejoindre pour la table ronde.